Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on décortique le mariage Bezos-Sanchel à Venise. Un événement qui a fait couler beaucoup d'encre. Ah oui, une véritable extravagance sur plusieurs jours, si l'on en croit nos sources. Exactement. Notre objectif, extraire l'essentiel de ce spectacle, comprendre un peu les implications derrière le faste. Alors, on y va? Allons-y. Bon, pour resituer vite fait, Jeff Bezos, Lauren Sanchez, ils se rencontrent en 2016, ça devient officiel en 2019, et la demande en mariage, c'était en mai 2023, sur le fameux yacht, le Kourou. Voilà. Et déjà, la bague, un diamant rose énorme, estimé entre 3 et 30 millions de dollars. Ça donnait le ton, quoi. Clairement. Mais ce qui est fascinant d'emblée, je trouve, c'est le choix de Venise. Ah oui. Pourquoi ? Venise, c'est le symbole ultime de la romance, du luxe, de l'histoire. Mais c'est aussi un casse-tête logistique monumental. C'est vrai. Les canaux, l'accès, exactement. Donc, choisir Venise, c'est déjà, c'est une démonstration de puissance. C'est-à-dire, regardez, on peut s'offrir ça, on peut maîtriser ça. La ville devient presque un faire-valoir. Et les chiffres sont assez parlants. L'événement fin juin 2025, le 27 pour la cérémonie principale, sur l'île de San Giorgio Maggiore. Une île privée, quasiment. Voilà. Et le coût, on parle de quoi ? Entre 20 et 56 millions de dollars. Ouf. C'est énorme. C'est pharaonique. Pour loger les 200-250 invités, plusieurs palaces réquisitionnés, l'Aman pour eux, comme les Clooney d'ailleurs, et puis le Gritti, le Saint-Régis, le Cipriani. Souvent réservé entièrement, j'imagine. Ça. Et la logistique, près de 80 DJ privés. Et attention, ils auraient réservé tous les taxis aquatiques de la ville. Ah oui, ça c'est quelque chose. Ça dépasse le simple confort, là. Qu'est-ce que ça signifie, cette démesure logistique ? Réserver tous les taxis, privatiser des hôtels entiers, c'est créer une bulle, en fait. Une bulle hermétique de luxe, de contrôle, au milieu d'un espace public. Une sorte de ville dans la ville. C'est un peu ça, oui. C'est l'hyper-richesse qui remodèle temporairement l'environnement urbain pour ses propres besoins. Un micro-univers exclusif, quoi. Et ce n'était pas juste la cérémonie, hein, c'était un festival complet. Effectivement. Cocktail de bienvenue, dîner avant le mariage, Lauren Sanchez en McQueen vintage d'ailleurs pour le cocktail. C'est ça. Mais aussi des soirées à thème un peu. Surprenantes. Ah ouais. Gatsby, pyjama party et même une soirée mousse. Ah oui, c'est éclectique. Ça transforme le mariage en une expérience totale, je pense. Le but, c'est d'éblouir une élite qui a déjà tout vu. C'est plus un mariage, c'est un spectacle. Une production événementielle, clairement, pensée pour marquer les esprits. Et la cérémonie elle-même ? Alors, sous les arbres, à San Giorgio Maggiore, il y avait Matteo Bocelli qui chantait. Can't help falling in love, oui. Une touche d'émotion un peu universelle au milieu de tout ce luxe. Mais un point intéressant soulevé par nos sources, le statut légal de ce mariage en Italie. Pas si clair apparemment. Oui, c'est fréquent dans ce genre d'événement. On sépare souvent le grand show public de l'acte légal qui est fait ailleurs plus discrètement. Ah d'accord. Pour la flexibilité ? Exactement. Ça permet de choisir des lieux iconiques, sans se soucier des contraintes administratives locales. Le mariage public devient alors surtout une performance symbolique. Et côté performance, la mode, la garde-robe de Lauren Sanchez, c'était quelque chose. Au centre, évidemment, la robe de mariée. Signée Dolce Gabbana, sur mesure, style sirène, corsetée, 900 heures de travail, dit-on. Inspiré de Sophia Loren dans Houseboat, apparemment. Qu'est-ce que ça nous dit, cette attention portée à la robe et aux autres tenues d'ailleurs ? Au-delà de la robe elle-même, c'est l'ensemble. On parle d'une vingtaine de tenues en tout. Du Schiaparelli pour le dîner, de l'Oscar de la Renta pour la réception. Incroyable. Ça positionne le mariage comme une véritable plateforme pour la haute couture. C'est une démonstration de statut, où le vêtement est un marqueur de pouvoir, de goût, d'accès à l'exclusif. Et qui était là pour admirer tout ça ? La liste d'invités, c'est un peu le Gotha mondial, non ? Ah oui, clairement. Un who's who planétaire. On avait de la tech, genre Bill Gates, du cinéma, des médias, Oprah, DiCaprio, les Kardashians, Usher, Mick Jagger, Katy Perry, Orlando Bloom. La mode aussi. Diane von Furstenberg, Dolce et Gabbana eux-mêmes, Tommy Hilfiger. Et même politique ou royauté. Ivanka Trump et Jared Kushner, la reine Rania de Jordanie.
C'est plus qu'une simple liste d'amis, ça. Ah non, c'est bien plus. C'est un carrefour d'influence. Un sommet informel du pouvoir mondial, presque. Ce mariage, c'est aussi la consolidation visible d'un capital social et relationnel qui est hors norme. Mais, car il y a un mais, cette démonstration a aussi soulevé des questions, des controverses. Oui, tout à fait. L'événement a eu un impact économique positif. Le maire de Venise s'en est félicité, d'ailleurs, parlant de millions d'euros. Mais de l'autre côté, il y a eu des protestations locales contre la commercialisation, la location de la ville, les nuisances pour les habitants, les touristes. Exactement. C'est la tension classique avec ces méga-événements, la ville qui bénéficie économiquement, mais qui est aussi perturbée, voire dénaturée temporairement. Comment le couple a géré ça, va? Face aux critiques, ils ont mis en avant le fait d'utiliser 80% de fournisseurs locaux, une sorte de tourisme responsable, de luxe si on veut. Et ils ont demandé des dons à des œuvres caritatives locales plutôt que des cadeaux de mariage? Mis pour l'UNESCO, pour des instituts de recherche sur la lagune, un geste philanthropique pour essayer de contrebalancer l'image d'hyper-richesse, d'extravagance. Une tentative de gestion d'image, en somme. Donc si on résume, un mariage-spectacle, un coup dingue, une démonstration de mode, de pouvoir, de réseau, mais aussi des controverses, un impact local mitigé et des efforts pour lisser l'image publique. C'est ça, c'est ce mélange complexe qui ressort. Une célébration qui se veut privée, mais qui est par essence une performance publique à très très grande échelle. Tout à fait. Et ça nous amène à une question un peu plus large peut-être. Oui. Au-delà de l'admiration ou de la critique facile de cette opulence, qu'est-ce que ça dit de notre époque? Comment ces événements ultra-luxueux, de plus en plus visibles, redéfinissent notre rapport aux espaces publics, surtout les lieux historiques, culturels, comme Venise? Bonne question. Quelle est la juste place, l'équilibre, entre la célébration privée, même la plus fastueuse, et la responsabilité collective qu'on a envers ces lieux qui appartiennent, d'une certaine manière, à tout le monde? Jusqu'où peut aller la privatisation du rêve dans le patrimoine commun? Une question ouverte, effectivement. De quoi réfléchir. Merci pour cette analyse. Merci à vous.